5e, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour poursuivre notre chapitre sur l'affirmation de l'État monarchique en France entre le XIe et le XVe siècle. Donc nous avions vu que le roi de France était un personnage sacré avec une dimension divine, qu'il était le suzerain suprême, mais que malgré cette position et ce statut social, il possédait finalement peu de pouvoir face aux grands seigneurs qui possédaient, eux, de grands territoires et donc une puissance politique, militaire et économique bien supérieure à celle de notre roi de France. Donc on va voir à la suite comment ce roi de France, des différentes dynasties, capétienne et Valois, va parvenir à étendre son pouvoir sur ces grands seigneurs. Nous allons commencer notre étude en étudiant comment les rois de France sont parvenus à affirmer leur pouvoir, tout d'abord en étendant leur territoire, puisque c'était là leur principale faiblesse face aux grands seigneurs. Donc tout d'abord, ils sont parvenus à étendre leur territoire en utilisant une manière douce, entre guillemets, puisqu'ils ont utilisé les mariages. Et bien entendu, les mariages arrangés. C'est-à-dire qu'en général, on ne demandait pas leur avis aux futurs époux et bien entendu à la future épouse, vous en doutez bien. Donc nous allons étudier les mariages d'Aliénor d'Aquitaine. Donc pourquoi les mariages ? Eh bien tout simplement parce qu'elle s'est mariée 2 fois. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel pour l'époque, puisque les femmes n'étaient pas amenées à se marier plusieurs fois, hormis si elles devenaient veuves. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc nous allons voir ce qu'il s'est passé. Donc Aliénor d'Aquitaine, qui c'est ? Que sait-on sur elle ? Eh bien, nous savons peu de choses, ou en tout cas, nous savons peu de choses sur son enfance. On ne connaît même pas sa date de naissance précise. Est-ce qu'elle est née en 1120 ou en 1124 ? Mystère. Alors, pourquoi sait-on peu de choses sur son enfance ? Eh bien, tout simplement parce que, rappelez-vous, l'écriture est quelque chose qui est peu utilisé. Parce que il n'y a pas d'imprimerie et il y a peu de gens qui maîtrisent l'écriture. Seulement ceux qui sont instruits, donc en règle générale, ce sont les moines qui maîtrisent l'écriture. Et donc, on ne consigne uniquement que les événements importants. Et vous doutez bien que la vie d'une jeune duchesse d'Aquitaine apparaît peu important aux yeux des moines de l'époque et on écrit peu de choses sur la vie de Aliénor d'Aquitaine. Eh bien raté, puisque cette jeune Aliénor d'Aquitaine va finalement bouleverser l'équilibre des relations diplomatiques en Europe au XIIe siècle. On sait en revanche que Aliénor d'Aquitaine était la fille du duc d'Aquitaine, Guillaume X. Et ça c'est très important puisque si l'on regarde la carte, le duché d'Aquitaine est très important. Il est très étendu. Il s'étend du sud de la France, ici à la frontière de l'Espagne, jusque dans au-dessus de Poitiers. Ce territoire est 5 fois plus grand que le domaine royal appartenant au seul suzerain de Guillaume X, donc au roi de France. Le roi de France à l'époque étant Louis VI dit le Gros. Pas très sympathique comme surnom. On sait également donc que cette jeune duchesse d'Aquitaine est la seule héritière de ce duché très riche et très puissant. Cette duchesse d'Aquitaine, on sait également, les chroniques nous disent qu'elle était très intelligente puisqu'elle avait reçu une éducation digne de son rang, elle savait lire et écrire, elle savait monter à cheval, comme on le voit ici sur cette fresque, et elle connaissait également énormément de poèmes. Et ça, on verra que ce sera important par la suite. Elle aimait les arts, elle aimait la musique. Et ça aussi, c'est important pour la suite. On sait également donc que c'était une jeune fille très belle, selon les critères bien entendu de l'époque,
puisque on considérait que les femmes blondes aux yeux verts étaient particulièrement belles. Je suis désolée pour les brunes, puisque être brune était signe de laideur pour l'époque. Enfin, je dis ça, je dis rien, puisque être rousse à l'époque était considéré comme un signe de diablerie, et on m'aurait envoyé directement au bûcher. Bref, Aliénor, en tout cas, elle avait tout pour plaire, elle était belle, elle était intelligente, et surtout, elle était l'héritière du duché le plus riche et le plus grand du royaume de France. En 1137, le père d'Aliénor d'Aquitaine, Guillaume X, décide de partir en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Malheureusement, il meurt en chemin. Aliénor d'Aquitaine devient donc duchesse d'Aquitaine. Et donc elle peut administrer son territoire, mais elle ne peut pas épouser celui qu'elle désire. Elle passe sous la tutelle, sous la protection de son suzerain, donc le roi de France, Louis VI le Gros. Louis VI le Gros se dit que donc Aliénor étant à la tête du territoire le plus puissant de son royaume, elle serait la femme idéale pour devenir l'épouse de son propre fils, le futur roi de France. Ça permettrait en même temps de récupérer le territoire d'Aquitaine. Mais un contrat de mariage est signé dans lequel est stipulé qu'Aliénor d'Aquitaine resterait donc duchesse d'Aquitaine, qu'elle pourrait administrer par elle-même son territoire, et qu'en cas de séparation, elle resterait duchesse, elle redeviendrait duchesse, et qu'elle garderait le contrôle de son territoire, qui ne passerait pas sous la domination du roi de France. Donc le mariage est célébré au mois d'août 1137. Le mariage se déroule bien, la lune de miel se déroule bien, mais quelques semaines après le mariage, les jeunes époux, qui ont 15 ans pour Aliénor et 17 ans pour Louis VII, ils apprennent que Louis VI est décédé et qu'ils deviennent donc brutalement roi et reine de France. Ils reviennent donc à Paris, dans la capitale, dans le palais de la Cité, où siège le roi. Et là, les relations entre les deux époux vont commencer à se tendre, car ils n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, le même caractère. Louis VII a été élevé dans l'amour de la religion, il aime la dévotion, il aime la lecture de la Bible, il aime la prière. Il se destinait d'ailleurs à une carrière de prélat. Il ne pensait pas du tout devenir l'héritier du roi de France, mais son frère aîné étant décédé, il est devenu héritier du royaume de France et son destin a été bouleversé. En revanche, Aliénor d'Aquitaine, elle n'est pas du tout versée dans la religion, elle aime tout ce qui est de la danse, de la musique, des fêtes, tout ce qui est la poésie. Tout ça lui vient d'ailleurs de son grand-père, Guillaume IX d'Aquitaine, qui était connu pour ses poèmes et pour son esprit pas du tout tourné vers la religion, bien au contraire. Donc les deux époux finalement n'ont que très peu de points communs. Aliénor reprochera même à son époux d'avoir eu la sensation d'épouser un prêtre. Mais cette importance de la religion, il faut aussi bien la comprendre, la remettre dans son contexte, puisque les rois de France doivent finalement leur légitimité et la base de leur pouvoir, c'est le sacre, c'est cette dimension divine. Donc elle est très importante pour les rois de France et ils ne peuvent pas la mettre de côté. Les relations entre les deux époux vont continuer à se tendre, à se dégrader, notamment parce que Louis VII va reprocher à son épouse de ne pas lui faire d'enfant. Et en effet, le premier enfant ne viendra que 6 ans après leur mariage, et malheureusement pour Aliénor d'Aquitaine, ce ne sera pas un garçon, ce sera une fille. Et donc, Louis VII n'aura toujours pas d'héritier si jamais il décède. D'autant plus qu'il prend une décision très importante et très dangereuse, il décide de partir en croisade.
Lors de cette croisade, le roi Louis VII décide d'emmener avec lui son épouse, ce qui ne se faisait pas habituellement, mais Aliénor accompagne donc Louis VII en croisade. C'est pendant ce voyage d'ailleurs que les tensions entre les deux époux vont arriver à leur paroxysme, puisque Aliénor sera accusée d'adultère, puisqu'elle l'aurait trompé avec son oncle, son propre oncle, Raymond de Poitiers, et ça met fin véritablement à leur relation, le mariage explose. L'expédition en Terre Sainte est un véritable échec pour le roi de France. En effet, d'un point de vue militaire, il n'y gagne absolument rien, et d'un point de vue privé, il est humilié, sa femme est accusée d'adultère. Donc tous les deux rentrent à Paris et leur relation est au plus mal. D'autant plus que le caractère particulièrement emporté d'Aliénor monte les vassaux contre le roi de France, et une tension très importante existe à la cour de France. C'est pourquoi, face à toutes ces difficultés, le roi de France va décider de faire annuler son mariage, mais cela prend du temps. Il faut demander la dispense au pape, le pape doit donner son autorisation, on doit trouver un lien de parenté entre le roi et la reine. En règle générale, on trouve un lien cousin-cousine entre les deux, ça se fait de manière habituelle. Bref, cela prend du temps. Et pendant ce temps, Aliénor, elle, ne reste pas les bras croisés. Elle va essayer de chercher, de trouver des alliances sur qui s'appuyer. Et elle va trouver en 1151 le duc d'Anjou avec son fils qui viennent à la cour rendre hommage au roi de France, normal, comme relation entre vassal et son suzerain. Geoffroy de Plantagenet, donc ce duc d'Anjou, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de très puissant. En effet, le duché d'Anjou a une position stratégique au cœur du royaume. Et de plus, Geoffroy d'Anjou, ce n'est pas n'importe qui, c'est éventuellement un héritier du trône d'Angleterre. Pourquoi ? Parce que Geoffroy d'Anjou a épousé Mathilde, duchesse de Normandie, qui n'est rien d'autre que la petite fille de Guillaume le Conquérant, qui avait pris le pouvoir en Angleterre. Donc, elle le rencontre, ils s'entendent bien et déjà se forment des projets d'alliance entre ces deux personnages. Mais malheureusement pour Aliénor, en septembre 1151, Geoffroy décide de prendre un bain dans le Loir et en septembre quand même, l'eau est particulièrement glaciale et le duc d'Anjou prend froid. Malheureusement, il n'y a pas d'antibiotiques et ce pauvre duc d'Anjou décède. Aliénor, pour autant, ses projets, eux, ne tombent pas à l'eau, puisque Geoffroy de Plantagenet avait un fils qui s'appelle Henri de Plantagenet. Et elle se dit que le fils pourrait très bien remplacer le père, il ne lui déplaît pas, et ses ambitions sont en accord avec les siennes. Donc, elle décide de s'allier à ce personnage. Et donc, quand l'annulation du mariage est établie, comme il était prévu, Aliénor rentre dans son duché d'Aquitaine. Mais elle ne s'établit pas à Bordeaux, elle reste à Poitiers, à proximité du domaine d'Anjou et donc du domaine d'Henri de Plantagenet. Et effectivement, quelque temps après l'annulation du mariage, tous les deux vont se marier et donc Aliénor passe très facilement d'un roi à un autre, puisque Henri de Plantagenet, à peine nommé couronné duc d'Aquitaine, va être nommé également roi d'Angleterre et donc Aliénor deviendra également reine d'Angleterre, avec un royaume qui s'étend tout au nord de l'Écosse, avec jusqu'au sud l'Espagne, en passant par la Normandie, l'Anjou et l'Aquitaine. Un domaine très important.
Mais attention, le duché de Normandie, le duché d'Anjou et le duché d'Aquitaine obligent les rois d'Angleterre à être également les vassaux, logiquement, du roi de France. Et ça, les rois d'Angleterre vont s'y refuser et vont créer des tensions entre rois d'Angleterre et rois de France. D'où la guerre de 100 ans qui va se tenir plus tard. Mais en 1152, si on reste sur ce moment-là précis, au moment du mariage entre Aliénor et Henri II de Plantagenet, Louis VII se dit qu'il a été complètement trahi, abusé. Il ne se doutait pas un seul instant de ce qu'allait faire Aliénor et il décide d'attaquer les terres du duc d'Anjou. Et là, à nouveau, c'est véritablement un échec pour Louis VII, puisque c'est une défaite pour lui et qu'il doit subir finalement les conditions de paix imposées par Henri de Plantagenet. Et avec cet épisode, finalement, on voit véritablement la faiblesse des rois de France par rapport à leurs vassaux. Donc on a bien vu que les mariages étaient un moyen efficace pour les rois de France d'acquérir des territoires. Mais l'erreur qu'a commis Louis VII a été d'annuler ce mariage. Et en annulant ce mariage, il a perdu un vaste territoire, le duché d'Aquitaine, au profit des rois d'Angleterre. Donc cette erreur, les rois de France vont la retenir et ne plus jamais la commettre. C'est ce que je vais vous montrer au travers de l'exemple d'Anne de Bretagne. Anne de Bretagne était duchesse de Bretagne, a été duchesse de Bretagne à la mort de son père, et ce territoire est constamment menacé par les rois de France qui l'attaquent régulièrement. Pour défendre l'indépendance de son territoire, elle décide de se marier avec l'empereur du Saint-Empire germanique, Maximilien Ier de Habsbourg. Étant très loin de sa promise, il envoie un ambassadeur pour valider ce mariage par procuration. Cet ambassadeur est juste chargé de glisser une petite gambette toute nue dans le lit de sa promise et le mariage est en théorie validé. Mais le roi de France voit rouge et décide tout simplement d'attaquer et d'envahir le duché de Bretagne et fait annuler le mariage entre Anne de Bretagne et Maximilien Ier de Habsbourg. Et se charge lui-même d'épouser Anne de Bretagne le 6 décembre 1491. Lui-même avait déjà une promise, qui n'était autre que la fille de Maximilien Ier de Habsbourg, mais il la renvoie gentiment chez papa. Donc de l'union de Anne de Bretagne et de Charles VIII, le roi de France, va naître 6 enfants qui malheureusement ne vont guère survivre. Soit ils sont morts-nés, soit ils ne vont pas survivre plus de quelques mois. Et à la mort du roi qui survient assez bêtement, je dois le dire, puisqu'il se rend à un jeu de paume dans les fossés du château d'Amboise, il descend et il se heurte à un linteau de porte, c'est-à-dire le haut de la porte, il se cogne violemment la tête et sûrement d'une hémorragie interne, il meurt. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'a pas d'héritier pour lui succéder. Et Anne de Bretagne se retrouve veuve et peut redevenir duchesse de Bretagne. Donc Anne de Bretagne, à la mort de Charles VIII, peut rentrer dans son fief et l'administrer comme elle l'entend. En revanche, elle ne peut pas épouser la personne qu'elle désire, puisque dans le contrat de mariage réalisé avec Charles VIII, il était bien stipulé qu'elle devait épouser le successeur du roi de France et pas un autre. Charles VIII n'avait pas oublié ce qui s'était passé avec Aliénor d'Aquitaine et ne souhaitait pas réitérer la même erreur, que le territoire de Bretagne puisse être acquis par un autre souverain qui se serait marié avec Anne. Ainsi, Anne de Bretagne peut épouser le successeur de Charles VIII, qui n'est autre que Louis XII. Louis XII qui avait épousé la sœur de Charles VIII, Jeanne de France. Donc Louis XII peut obtenir la Bretagne uniquement
si il fait annuler son premier mariage avec Jeanne de France. Et bien entendu, c'est ce qu'il va faire, d'autant plus que Jeanne de France n'est pas très belle comparativement à Anne de Bretagne. Et après 12 ans de mariage, eh bien Louis XII fait annuler ce mariage et épouse Anne de Bretagne. De ce mariage vont naître 2 filles, Claude de France et Renée de France. La première sera l'épouse du prochain roi de la dynastie des Valois, François Ier. Et la Bretagne appartiendra au royaume de France.